Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, on aura le plaisir de recevoir une recrue des Remparts de Québec. Aussi, on s'entretient avec l'auteur Marie Demers. Et pour débuter l'émission, un beau tête-à-tête en compagnie de Sam Breton. Il faut se l'avouer, c'est pas la pandémie qui a empêché l'humoriste Sam Breton de rayonner cette année sur la scène culturelle. Il a d'ailleurs reçu l'Olivier de l'année au plus récent Gala des Oliviers. On a eu le plaisir de souligner ce bel honneur en sa compagnie. Très heureuse de te retrouver sur La Clique. Je vais t'avouer que j'avais espoir qu'on se retrouve en vrai. Je suis comme déçue à chaque fois que je vous revois pour une deuxième fois, quelques mois plus tard en Zoom, je vais t'avouer. Ouais, je pense qu'il faut faire le deuil. Je pense que ça arrivera plus, ça, qu'on va se voir en vrai, malheureusement. Alors, party tout le monde! Non, exactement. Dis-moi donc, d'abord, comment tu vas? Comment se sont déroulées les dernières semaines pour toi? Ça va très bien, comme quand on s'était parlé là, dans le début de l'autre pandémie, qui est la même, mais moins forte, en tout cas. Mais ça va très bien. Moi, chaque jour, je suis heureux de vivre et de respirer, fait que ça, c'est tout l'art du monde. Puis là, avec ce qui s'est passé dernièrement, le Gala des Oliviers, les spectacles quand même là, qui se passaient, fait que moi, je peux pas chialer, là, je reste quand même un privilégié malgré tout. Mais exactement. Puis à l'origine, c'est exactement la première raison pour laquelle on a décidé de te réinviter sur La Clique. On a dit, là, on n'attendra pas de le voir en vrai, ça va prendre trop de temps. Olivier de l'année, c'est quand même un bel honneur. Toi qui avais gagné, on s'entend, découverte de l'année en 2019, c'est ce qu'on appelle un beau bienvenu de la part de l'industrie dans le monde des grands, disons-le comme ça. Ouais, vraiment. Ben, c'est sûr que moi, en fait, c'est ce qui m'avait allumé du prix parce que normalement, l'Olivier de l'année est remis par le public. Fait que moi, quand mon gérant m'avait parlé de ça, quand on parle des catégories, moi, j'avais dit non, j'aille ça, moi, dire aux gens, votez pour moi. J'ai l'impression de demander à la charité. C'est comme un trophée de popularité, mais pas une vraie popularité parce que, tu sais, comme... C'est celui qui, en fond, qui gosse le plus, on va se le dire. Là, c'est non, mais c'est celui qui en demande plus, qui a le plus de... Asti que ça m'énerve. Ça, là, ça me dégueule, j'haïs ça. Je comprends les gens qui le font, pas de jugement, mais moi, ça m'énerve. Je m'auto-gosse de faire ça. Fait que quand j'ai su que cette année, c'était l'industrie qui votait, j'ai fait, ben c'est bon, d'abord, j'embarque dans le jeu, allons-y, puis advienne que pourra. Puis finalement, ça a bien terminé. Bien, absolument. Puis je pense aussi que ça fait une belle récompense à cette année. Il faut dire l'année passée, tu avais eu, je pense, justement, au niveau de la disque, le spectacle de l'année. Tu sais, au Pic Papel, t'as donné de l'amour à ce show-là. T'étais sur une belle lancée. La pandémie est venue interrompre ce beau coït-là, disons-le, que t'avais. Et là, finalement, c'est comme, un an plus tard, ça peut peut-être faire un petit bond, je vais dire ça comme ça, sur cette carrière-là tellement importante puis pour laquelle t'as tellement travaillé fort de ce fameux premier one-man show, là. Ouais, vraiment. Oui, t'as raison, ça fait un bon, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai bien confiance aux gens. J'ai confiance qu'on est tous dans le même bateau. Moi-même, en tant qu'artiste, j'ai hâte d'aller voir d'autres shows. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, moi, il y a plein de shows que je peux pas aller voir parce que je suis moi-même en show. Fait que je me dis que ceux qui vont voir que des shows parce qu'ils font pas ça dans la vie, des spectacles, fait qu'ils ont encore plus de lousse, entre guillemets, pour planifier une plage horaire de spectacle. Mm-hmm. Mais eux autres aussi vont avoir aussi hâte, sinon plus que moi. Fait que je me dis, si moi j'ai hâte, eux autres aussi ont hâte. Fait que c'est sûr que plus vite ça va se terminer, tant mieux. Mais j'ai confiance que les gens vont venir. Puis pas juste pour moi, là, pour n'importe quel spectacle, humour, chanson, musique, théâtre, n'importe quoi. Là. Moi, je pense qu'il faut rester confiant. Je sais que tu as fait ton retour officiel, disons-le, en salle quelque part à la fin mars, si je me trompe pas. 10 mars, ouais. Est-ce que tu étais dans un esprit de « faut que je revienne le plus vite, même s'il n'y a pas beaucoup de gens », ou t'aimais mieux attendre un peu, étirer la sauce un peu pour espérer d'avoir un maximum de gens dans la salle? Comment tu voyais ça? Moi, je le voyais, moi, j'étais intense dans la vie, là, c'est blanc, c'est noir, il n'y a pas de zone grise. Fait que quand la pandémie est arrivée, je sais que c'est facile à dire, je connais pas tout, c'est pas moi qui est au gouvernement, puis envoyez donc. Et moi, j'aurais fermé le breaker carrément, puis c'est comme réveillez-moi quand ce sera terminé, on va... Fait que moi, donc, tu comprends qu'à ta question, je t'aurais répondu, moi, je vais vraiment attendre jusqu'à temps qu'on redevienne comme avant.
Mais je comprends aussi, ça prend un peu d'empathie. Il faut se mettre dans les souliers des diffuseurs de spectacles, des producteurs. Eux autres, il faut qu'ils essayent aussi de passer des dates à un moment donné parce que là, l'entonnoir se referme. L'étau, c'est-à-dire, se referme. Je peux prendre également l'image de l'entonnoir. J'acceptais l'image de l'entonnoir. Je te la permettais, celle-là. Parce qu'on va vraiment être trop à un moment donné. Fait que là, faut passer des dates. Là. Fait qu'au lieu de faire un soir, j'en fais 4 pour une vraie date, mais ils sont à peu près 200 dans une salle de 1000. Là. Fait que, mais moi, je suis très team spirit aussi. Là. Je suis comme, regarde, si ça vous aide, puis ça m'aide, puis ça aide tout le monde, ben je vais le faire. Je vais mettre de l'eau dans mon vin, puis on va y aller all-in. Fait que c'est ce que j'ai fait. Les gens ont des masques, je joue devant à peu près 180-200 personnes. Mais c'est aussi le fun quand même. Tu sais, le cerveau s'adapte vite, puis les gens sont contents d'être là. Moi, je suis content d'être là. Fait que ça... Il n'y a pas une fois que je suis sorti de mon show au Pic Papel en me disant « Ouais, c'est parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Hein? » C'est vraiment pas. Là. J'aurais fait une demi-heure de plus s'il fallait. Puis je sais que certains ont préféré juste attendre et ne pas mettre de date tout de suite. Tu sais, qui ont décidé, moi, je m'embarque pas là-dedans. Ouais. Toi, ton sentiment, là, j'imagine, stress, pas stress, moins de monde, pas de monde, j'imagine que ton sentiment, ta fébrilité devait être là quand même. Qu'est-ce que tu t'es dit avant de mettre le pied sur scène le 10 mars dernier, quand tu as fait ta première de pandémie, disons-le même? Ma première pandémie, qui a bien été. Pour moi, j'avais... moi, j'aime la pression, je performe bien sur la pression. Puis quand mon gérant me dit hey, ça va être là, le 10 mars, là, au vieux clocher de Magog, tu vas reprendre les shows. Puis moi, tout de suite, là, j'ai comme un gros rush d'adrénaline. Puis je suis comme, je vais être prêt. Pour moi, ça aurait été un échec lamentable, impardonnable, que j'offre un spectacle égal à v'là un an. Ouais. Là, pourtant, peut-être tu te dirais, mais oui, mais c'est égal, c'est qu'est-ce que tu ferais. Mais justement, la vie a continué quand même. J'ai continué d'avoir de l'expérience, la maturité, j'ai continué de penser à mon art, à écrire des trucs. Le show n'a pas changé. Parce que je me dis, il était bon v'là un an, il est encore bon là. Moi, j'étais un raconteur. Fait qu'il n'y a pas de choses vraiment qui marchaient à cause qu'il n'y avait pas de pandémie, exemple. Tu sais, j'ai pas de référence particulière dans le temps. Mais je dis qu'il est meilleur, même si j'ai pas changé une ligne, parce que le fait de jouer devant des salles vides, tu sais, des fois, je joue juste devant des caméras, là. Ouais. Fait que ça redéfinit ton jeu. Fait que je trouve que mon jeu est meilleur. J'ai appris à mieux respirer, j'ai appris à accélérer à tel endroit et à décélérer à d'autres places, encore plus que je le faisais. Fait que c'était vraiment d'être... Si j'étais à 110% avant la pandémie, mon but le 10 mars, c'était d'être au moins à 111%, sinon pour moi. Puis j'ai réussi mon pari. Je voulais pas que personne se dise « Ouais, c'est sûr que ça a paru que ça faisait un an qu'il avait arrêté. » Là, ça, pour moi, ça aurait été un coup de couteau en plein cœur. Ouais. Nous, la beauté de la chose à Québec, quand je parle au nous, on est diffusé partout en province, mais je parle au nous. À Québec, on aura le plaisir de te revoir dès septembre à la salle Albert Rousseau. Ouais. Pion le Seigneur. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Pion le Seigneur. Septembre, octobre, une représentation aussi en janvier. On a vraiment hâte, Sam, de te revoir sur scène, de te revoir en vrai. Puis écoute, d'ici ce temps-là, je vais te souhaiter juste du gros fun dans tous tes 1001 projets, d'accumuler les excellentes rencontres sur ton podcast, puis de continuer de bien travailler ton 110, 111, 115 et 120% sur ton spectacle. Absolument, t'es bien fine. Merci beaucoup. Je t'en souhaite tout autant. Plein d'amour. Merci, gracias. Bye bye. Au retour de la pause, soyez là. On rencontre une recrue des Remparts de Québec, Michaël Huchette. Cette semaine sur La Clique, on retrouve les gars de la table du hockey, alors que Jonathan et Jean-Michaël s'entretiennent avec une recrue des Remparts de Québec, Michaël Huchette. Bienvenue au segment sport de La Clique en compagnie de la table du hockey. Aujourd'hui, Jonathan Defoy et Jean-Michel Fortin et moi-même, on a reçu l'attaquant recru de 6 pieds 3 et numéro 19 des Remparts de Québec, Michaël Huchette. On voulait savoir comment était l'expérience des bulles de la LHJMQ. Voici sa réponse. Moi, pour être honnête, j'ai trippé. Sincèrement, même si c'était une année vraiment spéciale, juste jouer pour les Remparts, c'est vraiment quelque chose. C'est un rêve depuis que je suis jeune. Puis on avait tellement une belle gang de gars, à l'hôtel, c'était trippant. On a passé des 10-12 jours, tout le monde ensemble. À la fin, un peu écœuré de voir les restes, mais c'était vraiment le fun. Même les matchs sans spectateurs, pareil, une game de hockey, puis tout le monde trippe bien raide. On est tellement chanceux de jouer. Je regarde l'Ontario, ils n'ont pas joué un match, nous on a pu s'améliorer.
je parle pour moi, c'est une année tellement importante, j'ai vraiment progressé, fait que non, c'était vraiment une super de belle année, qui n'est pas finie avec les séries qui arrivent. Ouais, les séries arrivent à grands pas, mais avant les séries, j'aimerais savoir c'est quoi le plus gros challenge pour un joueur de jouer sans partisans? Oh, ben, bonne question. Ben, sincèrement, rendu, quand t'es sur la glace, tu penses pas aux partisans, tu joues ta game, fait que rendu là, il n'y a pas une différence, mais c'est sûr que c'est un petit trip de moins d'entendre la foule, mais je pense que juste les gars, on est capable de se motiver ensemble, de se cheery up, de s'entraider, fait que rendu là, c'est une game normale qui est un peu moins plaisante, mais pareil, une game de hockey, puis on aime tout ça. Puis j'aimerais ça savoir aussi, durant la saison, je pense que c'est la saison la plus longue de la LHJMQ parce que vous avez débuté en octobre, il y a eu des périodes où est-ce que vous avez des bulles. C'est quoi la difficulté d'avoir un si long laps de temps entre les bulles en tant que joueur de hockey? Pour moi, ça n'a pas été une difficulté. Je pense que ça a été avantageux. Durant les longues pauses, on a tellement pu s'entraîner. Ce que les autres années, les gars pouvaient pas faire. Ils jouaient tout le temps, à la fin, ils étaient brûlés, les bobos. Là, on a pu, exemple, on avait 2 bulles de suite. Souvent, il y avait une pause, 2-3 bulles. Là, tout le monde, si tu avais une petite blessure, tu pouvais redevenir en forme. Moi, j'ai pu m'entraîner en masse. Ben, tous les gars, on a pu pratiquer des pratiques intenses. Fait que, tu te préparais à la prochaine bulle, puis rendu là, ça a été avantageux, je pense, pour nous, jouer moins de matchs, puis vraiment s'entraîner. Puis t'as parlé de matchs un peu moins de matchs dans une saison. Toi, t'as été signé pour aller dans la NCAA avant. T'allais jouer dans la USHL, en fait, t'as fait le camp. J'aimerais ça savoir, est-ce que le calendrier moins condensé, typique à la NCAA, est quelque chose qui pourrait être à revenir dans les prochaines années, selon toi? Bonne question. Sincèrement, j'ai pas vécu des 68 matchs, fait que je suis pas prêt à le dire. Je pense qu'il y en a qui aiment ça, puis d'autres qui diraient on aime mieux s'entraîner. Fait que je sais pas si j'aimerais mieux jouer beaucoup ou comme là. On a joué 32 matchs, c'est sûr que je pense 60 matchs, je pense qu'ils voulaient peut-être penser faire ça dans les prochaines années. Okay. Tant qu'on peut s'entraîner un peu, puis pouvoir pratiquer, puis sans avoir des petites périodes de pause, je pense que ça serait parfait. Là, avec les séries qui approchent, ça va commencer le 27 avril. Tout d'abord, j'aimerais ça commencer par... Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète un peu d'aller jouer à l'étranger toutes les rencontres à Drummondville directement? Je sais pas, Pat, lui, si ça le dérange, mais moi, j'aime l'aréna de Drummondville. Je viens du coin, fait que c'est sûr, moi, j'aime ça aller jouer à Drummond, mais je pense pas que ça fait une différence parce qu'on va jouer local, on va jouer visiteur. Fait que c'est juste qu'on n'aura pas notre vestiaire puis notre gym, mais on est habitué dans les autres bulles de se promener puis aller dans d'autres arénas. Fait que je pense pas que ça va avoir vraiment un impact. Et tout ça, j'aimerais savoir, t'as-tu une saison, un match en particulier qui t'a le plus marqué que d'autres, peu importe la catégorie, un match vraiment qui ressort, ça je m'en rappellerai tous mes jours. Oh boy, bonne question. C'est sûr, la finale du tournoi PWI de Québec, on en a parlé, m'a rappelé toute ma vie. Mais un match en particulier, autre que ça, c'est vraiment dur à dire. Mais il y en a un, là, que je me remets rare, puis on jouait contre SSF, je pense, puis un de mes meilleurs chums, il avait perdu son grand-père, je pense, la veille. Puis avant la game, il avait dit « Hey, les boys, celle-là, je veux qu'on la gagne pour mon grand-père. » Puis il pleurait avant le match, il avait trouvé ça dur. Puis on perdait 3-0, puis j'avais marqué 3 buts, les 3 prochains buts. Puis on avait gagné, puis c'était mon meilleur chum. Fait que après, juste de le voir tellement il était content, ça me... j'y repense, puis c'était un choc. Là, je me sentais bien, mettons, après la game. Wow. On avait gagné, je pense, en tir de barrage, quelque chose dans le... Ouais. Wow, sincèrement, Joe, ton mot wow est bien placé. C'est juste wow. T'as pas d'autre mot pour dire ça. Digne d'un film. Merci beaucoup, Michael, d'avoir accepté l'invitation un peu orthodoxe. Alors dis-le un peu comment tu l'as invité, parce que je crois que ton micro est bugué un petit peu au début là, pour les gens qui nous écoutaient. Respecte-le juste pour closer sur une bonne note. Là. Écoute, je travaille dans un restaurant. Michael avait besoin de pâtes cette journée-là. Puis je me suis dit, on va lancer l'invitation. Il y avait son code des Remparts avec le numéro 19. À moins qu'il soit un grand fan des Remparts, c'était un joueur, c'était sûr. Fait que j'ai dit, let's go, embarque. Puis ça a été super gentil de ta part d'avoir accepté. Si t'as aimé, rends-toi sur la page Facebook de la Table du Hockey pour l'intégrale de l'entrevue et beaucoup plus.
Au retour de la pause, soyez là, on reçoit l'auteur Marie Demers. Cette semaine, sur La Clique, on a le plaisir de recevoir l'auteur Marie Demers. C'est mon collègue Christopher Dicker qui s'est entretenu avec elle. Oui, merci Sarah. Ce soir, j'ai le grand privilège de discuter avec Marie Demers, l'autrice québécoise. Marie, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Marie, depuis le 17 mars, on peut se procurer ton nouveau roman en librairie. C'est le deuxième dans la trilogie, mais j'aimerais savoir d'abord, quand tu as lancé Leslie et Coco en 2019, est-ce que tu savais déjà que tu partais une trilogie? Oui, c'est ça. C'était dès le début, c'était mon désir de faire une trilogie, puis de faire un premier tome Leslie Coco, un deuxième Leslie, puis un troisième Coco. Puis c'est ça, j'avais parti ce projet-là à 4 mains, mais finalement, je l'ai repris parce que la personne ne voulait pas embarquer dans cette trilogie-là. Fait que j'ai comme tout réécrit à ma sauce, puis ben ça a fait un peu mon affaire parce que moi, je suis contrôlante, puis il faut que ça soit comme moi, je veux, tu sais. Fait que c'est un projet qui a commencé d'une certaine façon, a été pensé différemment finalement, mais oui, puis tu sais, comme là, mettons, Coco, c'est stressant, comme est-ce que je suis capable de tu sais, Leslie, ça a été super intense, puis c'est beaucoup d'énergie, puis là, tu te dis, ben peut-être que j'ai plus de jus, là, peut-être que je suis pas capable de sortir le troisième. Et là, mais au moins, là, on a le deuxième, donc Leslie, qui est en librairie depuis le 17 mars. Et là, Leslie refait surface à Lance au Griffon, sans nous révéler trop ce qui se passe. Et pour ceux qui n'ont pas lu non plus Leslie et Coco, donc le premier, où est-ce qu'on est rendu finalement dans l'histoire là, avec Leslie? Mais tu sais, c'est ça, moi, j'essaie de faire des livres qu'on peut prendre indépendamment d'avoir lu Leslie et Coco, d'avoir lu Leslie ou d'avoir lu Coco, tu sais. J'essaie vraiment d'en faire des ouvrages qui peuvent être lus à part. Mais c'est ça, on est à Lance au Griffon. Leslie, il lui est arrivé quelque chose de très traumatique. Et puis, elle essaie de reprendre possession de sa vie, de travailler sur elle-même. Donc, elle va avoir plusieurs suivis psychologiques, dont certains qui vont être un peu catastrophiques. Elle va se rapprocher de la copine de sa meilleure amie, puis ça va créer des frictions et tout ça. Il va y avoir une espèce de saga familiale en filigrane qui montre... pourquoi ces deux grandes amies-là sont autant des grandes amies et pourquoi aussi il y a une tension qui se tisse. Fait que c'est ça, c'est dur d'en parler sans un vrai punch, là, mais c'est le mieux que je puisse faire en ce moment. Oui, puis là, on se cachera pas qu'on aborde des sujets très, très pointus. Troubles alimentaires, troubles obsessionnels compulsifs, l'identité sexuelle aussi. Pourquoi c'était important pour toi d'aller chercher quelque chose qui est finalement aussi, c'est très authentique, c'est très ancré dans la réalité de 2021 finalement? Ben, moi, j'étais anorexique. Tu sais, Leslie, c'est beaucoup moi quand j'avais, c'est ça, 18 ans, son âge. Donc, j'ai jamais parlé de ça avant. J'ai plus parlé de ma trajectoire jeune adulte. Puis là, ben, c'est l'occasion pour moi d'explorer ces thématiques-là. Puis je pense que j'avais besoin de recul parce que, tu sais, les troubles alimentaires, ça teinte ta vie au complet. Ça disparaît jamais complètement, en ce sens que ton rapport à l'alimentation, il va rester fucké, tu sais. Je sais pas si j'ai le droit de dire fucké à TV, mais en tout cas. Pourquoi pas? Puis c'est ça. Après l'identité sexuelle, ben moi, je suis une femme cisgenrée, hétéro, mais en même temps, même si j'ai ça, là, que c'est quand même une espèce de facilité dans la vie, si on peut dire, ben je me suis posé beaucoup de questions dans ma vie sur mon identité sexuelle et surtout sur c'est quoi être une femme, finalement. Puis bon, c'est sûr que moi, je suis comme une militante féministe à ma façon, à travers mes projets. Mais c'est ça, comment on devient une femme, puis ce rapport-là de comment on devient une femme, c'est souvent centré autour du regard masculin, justement, tu sais. On devient une femme en regard des hommes, mais ça n'a rien à voir. Puis c'est quoi être une femme, finalement? Qu'est-ce qui est particulier à ce groupe-là, tu sais? Je veux dire, on peut même pas dire que la particularité des femmes, c'est de faire des enfants, parce qu'il y a des femmes qui sont pas capables d'avoir des enfants. Fait que c'est quoi être un homme, tu sais? Donc, je trouve ça intéressant d'aborder la fluidité des genres, etc. Puis c'est pas le cas de Leslie dans le roman, mais c'est le cas de personnages secondaires et de sa meilleure amie. Fait que c'est ça, ces thématiques-là, je trouve ça
je trouve ça intéressant. Puis j'ai parlé du polyamour aussi, tu sais, c'est vraiment quelque chose que moi me fascine. Puis j'ai dû poser plein de questions à mes amis, là, de comme comment ça marche, etc. Puis aussi, j'avais peut-être des préjugés, comme des idées préconçues sur le polyamour, mais je pense que ça m'a fait découvrir mieux le fonctionnement de ça, parce que bon, c'est vrai que le modèle hétéronormatif, pas nécessairement hétéronormatif, là, mais le modèle d'un couple là, qui est ensemble pour la vie, bon, en 2021, 2022, c'est-tu vrai? Ça existe encore? On est-tu capable d'être pour la vie avec quelqu'un? Est-ce que c'est... Fait que bon, je me pose toutes ces questions-là, puis j'ai l'impression que dans Leslie et dans Coco, c'est le moment pour moi d'approfondir ces questions-là sans apporter de réponse, mais juste de nouvelles questions, mettons. De nouvelles questions, mais je vais me permettre. Je pense, oui, certaines réponses, parce que, tu sais, moi, je me place dans ma position d'enseignant, puis moi, si ça tombe sous la main de certains élèves, je suis heureux parce qu'ils vont pouvoir s'identifier, tu sais, d'une certaine façon. Oui, c'est juste que moi, je me dis, la littérature jeunesse est très frileuse. Tu sais, moi, j'enseigne la littérature jeunesse à des futurs enseignants au secondaire. Et puis, tu sais, il y a eu un scandale cette semaine parce que j'ai lu une scène sexuelle de Maïna. Et puis, on m'a dit, bon, Dieu, ça n'a pas de bon sens, on a été choqués, etc. Bon, c'est une scène où il y a un attouchement sexuel indésiré. Mais je comprends que c'est choquant. En même temps, c'est un livre qui était massivement déjà lu au secondaire. Il faut parler de ces affaires-là avec les jeunes. C'est ça qu'on comprend pas. À force de taire, on tabouise, on rend ces choses-là honteuses. On dit aux petites filles, aux petits gars, aux ados, non, vous pouvez pas dire que vous avez été touché contre votre gré parce que c'est honteux. Vous pouvez pas en parler, mais c'est ça, il faut faire confiance aux ados. Arrêtez de les placer à part puis de penser qu'ils sont pas capables de recevoir tel ou tel sujet. Ils sont intelligents, là, ils sont capables. Sont très intelligents et je vais leur suggérer, moi en tout cas à tous mes élèves, je leur ai déjà suggéré ces lectures-là. Si ça leur tombait sous la main, ils seraient charmés. Et aussi, j'ai envie de dire que ça s'adresse un petit peu aussi aux parents qui vont peut-être pouvoir s'identifier aussi dans les parents finalement de Leslie et Coco, donc autant Robert, Andrea, Liam, donc ça s'adresse finalement, on dit un roman jeune adulte, mais ça s'adresse à n'importe qui, Leslie et Coco. Oui, c'est ça. T'sais, moi, je le fais vraiment dans une perspective crossover, qui est un lectorat élargi. Bon, on parle de jeunes adultes, ados, mais en quoi ça en fait un livre jeunesse, finalement? Pas grand-chose à part qu'on parle de thématiques qui les touchent, qui sont très contemporaines. Et je veux dire, j'ai pas l'impression... Tu sais, Robert Soulière, qui est un auteur jeunesse, tu sais, lui, il a 70 ans, puis il m'a dit, moi, j'ai adoré ça, tu sais. Je pense qu'il faut arrêter de toujours penser à la littérature en termes d'âge. Très, très bien. Effectivement, je suis 100% d'accord. Merci, Marie, d'avoir discuté avec nous ce soir sur La Clique. Merci à toi. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine, en espérant que vous ayez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions, je vous invite comme à l'habitude sur le telemag.tv ou encore sur le laclique.com. Et bien sûr, vous pouvez constamment nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!